La saison 3 de House of the Dragon a pris fin, et c'est sans surprise qu'elle s'achève dans le feu, le sang et une tragédie déchirante. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Cette saison 3 s'ouvrait sur la prise du trône de fer par Rhaenyra et suivait le règne désespéré et tumultueux de cette dernière. Si la faction des Noirs contrôle Port-Réal, les Verts continuent de représenter une menace. Ormond Hightower, en particulier, a rendu la situation intenable. L'opposition de Ormond à Rhaenyra atteint son paroxysme dans le final de la saison 3, alors que la bataille de Chute-Bourg finit par éclater. Toutefois, les événements ne se déroulent pas comme les deux camps l'avaient imaginé, et dans cette version du conflit, il est difficile d'affirmer qu'il y a eu un véritable vainqueur. Une grande partie de l'histoire de Aemon et de Aegon a déjà été modifiée. Dans Feu et Sang, bien que Aegon ait été grièvement blessé à Repos des Freux, ce ne fut pas le résultat d'une tentative de fratricide. Toutefois, même si ce changement a recontextualisé le récit, en conférant au roi une soif de vengeance absente de l'œuvre originale et en donnant l'impression que un œil souhaitait s'emparer du trône de fer de manière plus durable, là encore un écart par rapport au texte, il a tout de même permis d'aboutir à la situation requise, le départ d'Aegon de Port-Réal et la présence de Aemon à Harrenhal. Cependant, tout est possible quant à la suite des événements. Aegon déclare vouloir ramener son frère Daeron dans le droit chemin après que Ormond l'a proclamé roi. Bien entendu, ces projets seront bouleversés par la mort de Ormond lors de la bataille de Chute-Bourg et par la disparition de Daeron, des faits qu'ils ignorent encore. Ainsi, Aegon et Aemon se lancent dans une quête visant à retrouver Vhagar, à s'envoler pour Chute-Bourg et, finalement, à rejoindre Port-Réal pour tuer Rhaenyra ensemble. Rien de tout cela ne figure dans le livre, Aemon passe la majeure partie de ce temps soit à Harrenhal avec Alice River, soit à ravager le Conflent sur le dos de Vhagar, du moins pour autant que nous le sachions. Quant à Aegon, il disparaît pratiquement du récit pendant un certain temps après la révélation de sa fuite de Port-Réal. Il finit par réapparaître, non pas à Repos des Freux, ni à Harrenhal, ni à Chute-Bourg. Cela prépare le terrain pour des divergences encore plus importantes à venir. Dans le livre, il y a une seconde bataille à Chute-Bourg. Il est désormais possible que Aemon sur Vhagar et Aegon sur Feu du Soleil soient présents pour cette seconde bataille, rendant la situation encore plus défavorable au camp des Noirs. Toutefois, le livre implique aussi que le destin de ce duo est déjà tracé et inéluctable. Comme l'a prophétisé Elaena Targaryen, Aemon est voué à mourir. Un événement encore plus majeur attend Aegon. Non seulement il s'agit d'un tournant narratif trop important pour être modifié, mais il fait déjà partie du canon. La saison 3 de Game of Thrones avait révélé ce qui se passe lors d'une conversation entre Joffrey Baratheon et Margaery Tyrell. Cela signifie que la saison 4 aura fort à faire. Elle doit non seulement traiter un tout nouvel arc narratif, mais aussi parvenir au moment clé. Ce n'est pas impossible, mais il faudra que Feu du Soleil et Vhagar volent sacrément vite pour que tout cela s'articule correctement. Si l'on met un instant le livre de côté, l'épisode soulève la question de savoir pourquoi Aegon ne tue pas simplement Aemon. C'est la vengeance qu'il désirait, apparemment plus encore que de tuer Rhaenyra et de reconquérir le trône de fer. Mais lorsqu'il découvre un Aemon bien différent du tueur impitoyable qu'il attendait, un homme brisé, rongé par le remords et une profonde tristesse, sa décision change radicalement. Même s'il se contente de dire qu'il pourrait le laisser en vie, il est évident qu'à partir de cet instant, il épargnera son frère. Certes, les événements du livre imposent qu'Aemon ne meure pas de la main de Aegon, mais c'est la perception que les personnages ont l'un de l'autre qui évolue véritablement dans cet épisode. La dynamique de pouvoir bascule, alors que Aegon craignait auparavant Aemon et que Aemon méprisait son aîné, s'estimant plus apte à régner, Aegon a désormais retrouvé confiance en lui et en sa glorieuse destinée royale. Il considère que faire preuve de clémence envers son frère fait partie de cette mission afin qu'ils puissent ensemble tuer leur demi-sœur. Aegon est également parfaitement conscient qu'il a besoin de Vhagar pour remporter cette guerre. Le camp des Noirs dispose toujours d'une supériorité numérique écrasante en matière de dragons, et Vhagar constitue l'arme la plus puissante à sa disposition. Tuer Aemon ne servirait donc en rien à sa cause, ni ses efforts pour reconquérir le trône. Parallèlement, les deux personnages ont manifesté un désir de rapprochement, notamment vis-à-vis de Alicent, qui les a tous deux rejetés. Après avoir été rivaux en tant que frères, le fait qu'ils découvrent enfin un lien familial et décident d'unir leurs forces relève d'une forme d'amour et de logique pour le moins singulière. Il sera intéressant de voir quelle direction la série prendra désormais avec eux. Il ne fait aucun doute que la bataille de Chute-Bourg fut un désastre pour les deux camps. Les hommes d'Ormond étaient largement en infériorité numérique, mais ils pensaient que rallier Ulf Blanc à sa cause permettrait de renverser le cours de la bataille à venir. Le plan prévoyait que Ulf se retourne contre l'armée des Noirs pour incendier leurs forces à la place. S'il a fini par le faire, cela n'est arrivé que bien après le début des combats. La fureur de Ormond, en découvrant Ulf ivre et inconscient sur les latrines, a alors poussé le dragonnier à brûler également les vers. Ulf a,
pour ainsi dire, anéanti les deux armées ainsi que la ville de Chutebourg d'un seul coup. Si l'objectif des Noirs était d'écarter Ormond et le prince d'Eron du pouvoir, ils y sont techniquement parvenus. Toutefois, d'innombrables hommes, femmes et enfants innocents ont péri dans d'atroces souffrances, brûlés vifs. Rhaenyra avait demandé à Daemon de ne pas la faire passer pour un monstre aux yeux du royaume, mais Ulf a réduit à néant cette intention. Tout cela se déroule un peu différemment dans la série par rapport à Feu et Sang, bien que l'issue globale reste la même. Dans les livres, 2 batailles de Chutebourg ont lieu en l'espace de quelques jours. Lors de la première, les Verts l'emportent grâce à la trahison de Ulf le Blanc et de Hugues Marteau. Lors de la seconde, Ulf manque les combats car il s'est évanoui, ivre, ce qui permet aux forces de Rhaenyra de remporter la victoire. La série a fusionné ces deux événements en un seul, doublant ainsi l'ampleur des ravages. La trahison de Ulf envers le camp des Noirs constitue un coup dur, car malgré sa stupidité, son dragon était particulièrement puissant. Plus encore, la perte de Hugues porte un coup sévère à Rhaenyra. Le dragon de Hugues, Vermithor, est immense et possède une grande expérience du combat, ce qui en fait un atout majeur et imprévisible pour la 4e saison. En revanche, le sort de Daeron demeure incertain à l'issue de la 3e saison, Gwen ne parvenant pas à le retrouver au milieu des décombres. Cela dit, dans les livres, il ne meurt pas à ce moment. Au-delà de cet épisode précis, on racontera l'histoire des vies innocentes perdues lors du siège mené par les forces de Rhaenyra, ce qui ternira son image de souveraine. En un sens, cette bataille constitue une nouvelle victoire à la Pyrrhus pour Rhaenyra. Elle a certes vaincu la principale armée des Verts ainsi que leur chef Ormond, mais elle se retrouve désormais potentiellement confrontée à 5 dragons sans allégeance. Aegon le Conquérant a révélé à son fils le rêve qu'il avait fait concernant l'invasion des Marcheurs Blancs. Ce message a été transmis jusqu'à Rhaenyra, qu'il a désormais dévoilé ouvertement aux petites gens de Port-Réal. Comme nous l'avons vu dans Game of Thrones, les Marcheurs Blancs envahissent bel et bien Westeros, et les dragonniers Targaryens parviennent à empêcher cette invasion de réussir. Le problème auquel Rhaenyra est actuellement confrontée est que personne ne la croit et que personne ne s'en soucie. La population de Port-Réal souffre de la faim et Rhaenyra tente de la rallier à sa cause en invoquant une prophétie divine que le peuple ne comprend pas. Les expressions de Mysaria et de Joffrey en disent long. Cette stratégie ne fonctionnera pas et Rhaenyra continuera de faire face à des troubles à Port-Réal tout en cherchant à éliminer ses ennemis. Du point de vue de l'analyse des personnages, le rêve de Aegon incarne l'exceptionnalisme targaryen. En tant que seul dragonnier des 7 couronnes, les Targaryens détiennent un pouvoir qui les place au-dessus de tous les autres, bien qu'ils restent eux-mêmes des mortels. C'est pourquoi ils ont été élevés dans l'idée qu'ils sont des dieux parmi les hommes. Même si une partie de la prophétie s'avère exacte, l'essentiel est que Rhaenyra se considère comme le prince qui fut promis. C'est en effet le seul argument lui permettant de se convaincre qu'elle mérite le trône de fer, plus que ses frères. Or, le public ayant vu Game of Thrones sait qu'il n'en est rien. La mort de Elaena était attendue par ceux qui connaissent Feu et Sang, mais cela ne la rend pas moins tragique. Ce personnage est de loin le plus doux et le plus digne de bonheur. Toutefois, en tant que fille du roi Viserys, un tel destin lui était peu probable. Elaena n'était pas étrangère à la tragédie, mais elle s'accrochait à l'espoir, et même à une certaine pureté, alors qu'elle aurait pu, avec sa fille, être autorisée à quitter Port-Réal. Lorsqu'elle comprit que cela n'arriverait jamais, Elaena choisit une autre forme d'échappatoire. Rhaenyra a écarté Mysaria, incitant la maîtresse des chuchoteurs à avertir Elaena de ce qui l'attendait. Elle a expliqué à Elaena que Rhaenyra ne la laisserait jamais partir et que, tant que Aegon et Feu du Soleil seraient en vie, l'enfant à naître de Elaena resterait un otage. Finalement, elle a compris qu'il n'existait qu'un seul moyen d'empêcher Rhaenyra de se servir d'elle ou de son enfant contre sa famille. Elaena s'est jetée par la fenêtre de sa chambre, s'empalant sur les pics situés en contrebas. La mort d'Elaena porte un coup dur à Rhaenyra. Après tout, ce n'est pas sans raison que la reine tenait à ce que sa jeune sœur soit nourrie et prise en charge. Avant toute chose, un héritier serait d'une valeur inestimable pour Aegon. Le fait pour Rhaenyra de détenir cet enfant lui confère donc un atout majeur. Enfin, il y a les rêves prophétiques d'Elaena que Rhaenyra espérait voir guider sa propre marche en avant. Désormais, Elaena ne peut plus lui être d'aucun secours à cet égard. D'autres répercussions liées à la mort de Elaena viendront probablement des petites gens de Port-Réal. Et, plus largement, de Westeros. L'épouse douce de Aegon était aimée du peuple, et sa disparition sera probablement très mal accueillie. Dans Feu et Sang, des rumeurs circulent selon lesquelles Rhaenyra aurait fait tuer sa sœur, ce qui dresse davantage encore la population contre sa reine. Le destin tragique de Elaena, conjugué à l'issue sanglante de la bataille de Chutebourg, rend un règne pacifique quasi impossible pour Rhaenyra. Avant sa mort tragique, Elaena tisse une immense tapisserie qui constitue une vaste prophétie. Nous savons que ces événements se réaliseront bel et bien, puisque la mort même de Elaena y est immortalisée. Côté positif, Rhaenyra y figure également, coiffée d'une couronne juste devant le trône de fer. Son règne devrait donc être incontestable. Mais c'est ici qu'il me faut émettre un avertissement concernant les spoilers. Si vous n'avez pas lu le roman Feu et Sang et que vous ne souhaitez pas connaître la suite de l'histoire des Targaryens, il vaut mieux arrêter ici. Vous êtes toujours là ?
Parfait. Vous avez sans doute remarqué que quelque chose cloche dans la tapisserie de Elaena. Certes, Rhaenyra y est représentée couronnée sur le trône de fer, mais elle semble également couverte de sang alors qu'elle tend les bras. Plus intriguant encore, des flammes se propagent depuis l'arrière du trône de fer. Que se passe-t-il réellement? Il semble que ce morceau de la tapisserie représente le trône de fer qui n'accepte pas Rhaenyra, et donc à l'image d'une scène de la saison 3, le trône lui-même la rejette en la coupant, ce qui peut se voir sur le trône car on y voit du sang qui coule. La deuxième partie représente clairement le sac de Fausse Dragon, avec des dragons et des humains agonisant dans les flammes. On peut également voir une partie du dragon coupée du corps du dragon. Ce morceau de tapisserie est clair, Rhaenyra sur le trône ne fera que créer des atrocités de toutes parts et la mort des dragons. Depuis la sortie du final, un autre morceau de la tapisserie est sorti et on peut dire qu'il est plutôt clair. Et il s'avère que la réponse avait déjà été révélée dans la première adaptation des romans de Martin. Dans la 3e saison de Game of Thrones, Geoffrey détaille le sort de celle qui fut reine des 7 couronnes. Rhaenyra Targaryen a été assassinée par son frère, ou plutôt par son dragon. Il a dévoré sous les yeux de son fils, ce qu'il en reste repose dans les cryptes juste là-bas. Dans Feu et Sang, les petites gens de Port-Réal se retournent contre la reine Rhaenyra. Une foule d'émeutiers en colère tue même son dragon Syrax lors de l'assaut de Fausse Dragon. Trahi par son propre peuple et n'ayant plus nulle part où aller, Rhaenyra s'enfuit avec Aegon III vers Père Dragon, le seul lieu pouvant, selon elle, lui servir de refuge. Malheureusement pour elle, le château a déjà été pris par son demi-frère, Aegon de Targaryen. C'est à ce moment-là que Aegon ordonne à son dragon, Feu du Soleil, de dévorer Rhaenyra, tandis que son fils ne peut qu'assister, impuissant à cette scène tragique. Il semble que ce morceau de la tapisserie de Elaena confirme déjà la mort de la reine. Il reste notamment à voir si elle trouve la mort à Port-Réal, juste devant le trône de fer, plutôt qu'à Père Dragon. Quoi qu'il en soit, cela ne change rien à l'issue funeste qui attend un personnage dont nous suivons l'histoire sur le petit écran depuis des années. Game of Thrones n'a jamais craint de faire périr ses personnages principaux et il en ira visiblement de même pour House of the Dragon. Malheureusement, il faudra patienter 2 ans pour découvrir le dénouement de cette histoire. Mais ne vous attendez pas à une fin heureuse. Il y a aussi plusieurs autres morceaux de la tapisserie qui ont été révélés, dont un Baral et ce qui semble être la mort de Aemon. C'est un épisode captivant, riche en action et peuplé d'une multitude de personnages. Toutefois, certains protagonistes importants manquent à l'appel. Voici les grands absents du final et un aperçu de la direction que pourrait prendre leur intrigue dans la saison 4. Larys accompagne Aegon durant la majeure partie de la saison, mais dans l'avant-dernier épisode, il prend la décision difficile de partir après avoir appris que les soldats de la maison Mouton se trouvent à proximité. Sachant qu'il est incapable de combattre et que Aegon ne lui demande pas de rester, il s'en va. C'est un moment triste, car Larys perd ainsi sa raison d'être, protéger son roi et le mettre en sécurité. Par conséquent, Larys est absent du final de la saison 3. Dans Feu et Sang, Larys reste à Port-Réal après avoir aidé Aegon à s'enfuir. On ignore donc quelle direction prendra son personnage dans la série par la suite. Avec Rhaenyra sur le trône de fer, il n'est probablement plus le bienvenu en ville, et Harrenhal ne constitue pas non plus un lieu idéal pour lui. Toutefois, comme Larys joue un rôle majeur dans la suite des événements à Port-Réal dans le livre, il est tout à fait possible qu'il y retourne au cours de la saison 4. D'un autre côté, il pourrait finalement se rendre à Essos. Il n'est plus accompagné de Aegon, mais le moment est peut-être venu pour lui de prendre un nouveau départ. Si tel est le cas, il est peu probable qu'il joue un rôle important dans la 4e saison, mais c'est peut-être préférable ainsi. Un autre compagnon de Aegon, Tyrion Lannister, réapparaît dans la saison 3 après avoir frôlé la mort lors de la bataille du Gosier, surprenant Aegon et Larys à repos d'Effreux. Loyal envers son roi, il tente de convaincre Aegon de l'accompagner pour se réfugier à Port-Lannis, mais cela ne se produit pas. Bien entendu, la dernière fois que l'on voit Tyrion, il se trouve aux côtés de Aegon alors que l'usurpateur retrouve son dragon et qu'il élimine un groupe de soldats de la maison Mouton. Dans le final de la saison 3, Aegon arrive à Harrenhal pour régler ses comptes avec Aemon, mais Tyrion ne l'accompagne pas. Bien qu'il soit absent de cet épisode, rien ne laisse penser que son histoire s'arrête là. En réalité, il joue un rôle clé dans Feu et Sang. Il pourrait donc bien se voir confier une intrigue passionnante dans la saison 4. Enfin, alors que Sabitha Frey semble quitter Port-Réal dans l'avant-dernier épisode, elle est absente du final. Bien qu'elle ne joue pas un rôle majeur, l'évolution de son intrigue pourrait s'avérer très intéressante. Pour rappel, Sabitha a rejoint le conseil restreint de Rhaenyra en échange de la perte de Harrenhal. Un compromis pas tout à fait équitable, mais qui fonctionne tant bien que mal pour l'instant. Cependant, dans l'épisode 7, Rhaenyra annonce à Sabitha qu'elle peut récupérer Harrenhal, ce qui soulage manifestement la noble dame. On peut supposer qu'elle se dirigera vers ce château maudit par la suite. La situation promet d'être très intéressante, étant donné qu'il est désormais occupé par Aemon, Alice Rivers et Aegon. Rhaenyra suppose à tort que Alicent parviendra à tuer Aemon, pensant ainsi que Harrenhal sera libre et à portée de sa main.
Or, ce n'est pas le cas. Cette intrigue ne figure pas dans Feu et Sang, je suis donc très curieux de voir quelle direction prendra le personnage de Sabitha. Si elle arrive à Harrenhal alors que certains Targaryens s'y trouvent encore, elle pourrait se retrouver en très mauvaise posture. Toutefois, comme Aegon est déterminé à partir au plus vite, elle pourrait finalement être tirée d'affaire. Dans le livre, Sabitha participe à la seconde bataille de Chutebourg, un événement qui ne semble pas au programme de la série. Elle pourrait être la première victime de la saison 4. Avec Chutebourg et ses habitants réduits en cendres, le grand septon de la foi assassiné et le corps d'Elaena empalé sur des pics du donjon rouge, Rhaenyra connaîtra des débuts difficiles dans la saison 4. Dans le final de la saison 3, la reine a annoncé au peuple qu'elle était le prince qui fut promis, la sauveuse du royaume face à une menace venue du nord. Toutefois, face à une telle cruauté et à une tragédie immédiate, cette déclaration risque de ne pas signifier grand-chose pour quiconque. La reine Rhaenyra est désormais officiellement tyrannique. Le final de la saison 3 montre Aegon prêt à reconquérir son trône. Lui et son frère Aemon, tout juste rétablis, s'apprêtent à faire route vers Chutebourg et ils comptent soumettre Ormund et Daeron. En découvrant la ville dévastée par les flammes, ils devront décider de la marche à suivre. Par la suite, Aegon se dirigera probablement vers Port-Réal, tandis que Aemon ira au-devant de son destin à Harrenhal. Sans trop en dévoiler, la 4e saison a énormément de terrain à couvrir. Il reste encore de nombreuses batailles à livrer au cours des 8 épisodes qui doivent conclure la série, et je me demande vraiment comment ils parviendront à condenser autant d'éléments dans une saison aussi courte. Il reste encore 5 batailles majeures à mener, ainsi que d'autres événements impliquant des dragons qui sont cruciaux pour l'intrigue. Malheureusement, cela me laisse penser qu'une grande partie du livre sera sacrifiée pour clore la série selon la vision des scénaristes. Daeron ne s'alliera pas à Aegon et Aemon. Hugh et Ulf feront probablement cavalier seuls eux aussi. Les forces restantes du camp des Verts seront ainsi trop réduites pour lancer une attaque frontale, mais suffisamment puissante pour rester une épine dans le pied de Rhaenyra, alors que celle-ci peine à garder le contrôle sur sa population. Rhaenyra dispose encore de plusieurs dragons, mais ses forces sont désorganisées, d'autant plus qu'elle commence à agir de manière inhabituelle. Avec la disparition de Elaena et une Rhaenyra sombrant dans la tyrannie, le peuple de Port-Réal ne manquera pas de se soulever contre sa reine pour accueillir à nouveau l'usurpateur et son dragon doré. D'autres épisodes marqués par le feu, le sang et la tragédie se profilent à l'horizon. Toutefois, pour l'heure, il ne nous reste plus qu'à pleurer Elaena et la conclusion de la 3e saison. Ryan Condal, juste après le final de la saison 3, a révélé qu'il y aura plusieurs nouveaux personnages et plusieurs nouveaux lieux. Mais comment ils vont faire en 8 épisodes pour conclure cette histoire? Il n'y a qu'une seule solution, faire une autre saison, ou au moins 10 ou 12 épisodes. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.